Pourquoi tu cours? Voici Max Lalonde et Élissa Legault, présentés par le Marathon Beneva de Montréal. C'est déjà le 3e épisode de Pourquoi tu cours, le marathon officiel du... Le marathon. Ça va bien? OK, on commence. C'est déjà le 3e épisode de la balado Pourquoi tu cours, le podcast officiel du Marathon Beneva de Montréal. Élissa Legault, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Content de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode-là parce qu'on a une personne en commun qui est notre invité qu'on va vous présenter tantôt. Moi, je la connais depuis qu'on a 7 ans. 6-7 ans ou à peu près. Ça fait longtemps. En tabarouette, on vient du même coin. On aura la chance de parler de course à pied avec lui tantôt. Juste avant, faut que je dise ça. C'est vraiment important. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Puis l'Arena, le complexe J.C. Perrault à Saint-Roch-la-Chigan, c'est un OBNL et on peut supporter la persévérance scolaire en louant des glaces. Là-bas, il y en a 2 à l'Arena à Saint-Roch-la-Chigan. Pac, je te redonne la feuille. Mais pour vrai, mon petit gars, jouer au hockey là, c'est un endroit incroyable. Louer des glaces, ça vaut la peine. C'est un bel Arena. Puis pour pouvoir, comme ça, encourager la persévérance scolaire. 3e épisode, on a eu des invités vraiment intéressants à venir jusqu'à présent. C'est le fun. Oui, des beaux témoignages, des belles histoires de course. Ouais, puis on se rend compte à travers ce qu'on voulait faire, savoir pourquoi les gens courent, que tout le monde a une raison vraiment différente de pourquoi c'est dans l'horaire ou c'est plus dans l'horaire ou c'est dans l'horaire de façon vraiment intense. Oui, puis c'est aussi... Moi, je trouve qu'il y a quand même souvent un point commun qui revient, puis c'est vraiment la passion du dépassement de soi, puis de juste accomplir quelque chose qui semble des fois impossible au début d'une préparation pour une course, puis finalement, ben, tu mets les efforts, tu mets le temps, puis tout le monde arrive au jour de la course, puis ils ont une belle journée. Puis tu sais, c'est drôle parce que la date du marathon est encerclée dans votre calendrier, probablement si vous êtes inscrit, peu importe la distance, ce besoin-là d'avoir ça d'encercler dans le calendrier, puis se dire « Hey, j'ai hâte d'être rendu là, j'ai hâte d'être arrivé à cette date-là ». On va l'explorer beaucoup dans les prochaines semaines, là, de la nécessité d'avoir cet objectif-là, parce que c'est pour plus. Tu sais, le dénominateur commun pour plein de monde, c'est la difficulté de courir pour rien. On dirait qu'il faut que tu aies de quoi vraiment dans le calendrier. Ouais, puis, tu sais, ça reste la course à pied. Des fois, c'est un engagement envers soi-même qu'on fait aussi, parce que, bon, tu peux prévoir des courses avec des amis et tout, mais t'as pas une pratique de soccer à aller ou une pratique à l'aréna, comme ton gars, il le fait avec son équipe de hockey. Fait que je pense que c'est important aussi de trouver sa raison pour qu'on court, pour être capable de mettre ses souliers puis sortir, aller courir. On a reçu une première question du public, puis je veux te la poser parce que je la trouve très bonne vu que j'ai une coach avec moi. C'est Caroline qui m'a envoyé ça sur la page de BPM Sport. Ses enfants lui parlent de course à pied, mais ses enfants sont très jeunes déjà, en bas de 10 ans. À partir de quel âge on peut commencer à initier des enfants à la course à pied? À partir de quel âge c'est safe, mettons? Bien, ça peut être fait quand même jeune, c'est juste qu'il faut des petites distances, mais il y a des événements de course à pied, tu vois des enfants de 5 ans qui vont courir des 1 km, puis ça, je trouve ça adorable. Fait que c'est de bien tempérer le volume, d'aller chercher des conseils, dans le fond, parce qu'elle disait, tu sais, ma fille, elle me voit faire, moi, des événements, elle aimerait ça commencer à courir, elle veut le faire avec maman en même temps. Je trouve ça super beau, mais c'est de le faire de la bonne façon, j'imagine. Oui, puis tu sais, ça peut être fait sous forme de jeu aussi, là, puis au début, ça peut être des petits sprints sur un terrain de soccer, puis finalement, ça finit par être 1 kilomètre, mais... Tu sais, je pense qu'à partir de 5 ans, j'aurais tendance à dire que c'est safe, puis même ça pourrait être avant, mais tu sais, je pense que c'est juste de ne pas forcer l'enfant. On est prêt à accueillir l'invité. C'est quelqu'un que tu coaches. Oui. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On reçoit Alexandre Champagne. Pourquoi tu cours au Marathon Beneva de Montréal, le balado. Alexandre Champagne, salut. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. On va placer les affaires tout de suite. OK. On se connaît depuis... Depuis 30 ans. 30 ans. On a 38. Moi, j'ai 39. Ouais. Ben plus que ça, on se connaît depuis qu'on est kid. Là. Carrefour des Fleurs à la Carrefour des Fleurs represent. Ouais, on allait à l'école Arc-en-Ciel ensemble. Ouais. Ça fait longtemps, puis c'est drôle parce que je te regardais évoluer, je te regardais aller depuis des années, puis j'étais comme, c'est vraiment cool. Bravo pour tout. Ben, je te pareil pour toi. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce qu'aujourd'hui, ça va bien, ça roule, les fondations, tes business, le show d'humour. Ça va bien. Ça va bien, c'est le fun. Content. Et dans tout ça, tu cours aussi. Et t'es coaché par Élissa. Vous vous êtes rencontrés Exact. comment? Qui m'a référé à toi? C'est-tu... j'ai oublié son nom. C'est Renaud Blanchet Oui, c'est ça. qui m'a parlé d'Élissa. Puis là, je suis allé voir sur son compte Instagram, puis c'était écrit marathon en 2h30. Puis j'ai fait, hey, ça, c'est ma girl. Ça va être elle. Ça va être elle. Ça va être elle. Ça va être elle. Non, mais juste parce que, je sais pas, tu sais, moi, souvent, quand j'entends de référence, la première fois, je vais vers la référence, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient aussi parlé de toi par la suite. Puis ça a cliqué tout de suite, puis on a commencé à travailler ensemble. Le podcast s'appelle Pourquoi tu cours? C'est la première question qu'on pose à tout le monde parce que la réponse est différente pour tout le monde. Pourquoi toi tu cours? Parce que je veux pas faire de thérapie.
Non, mais ça pourrait être ça pareil. Non, mais j'en fais de la thérapie. Dans le fond, puis il y a comme un lien un peu avec ça. J'avais commencé, dans le fond, l'été dernier, à l'été 2023, j'ai voulu reprendre le dessus un peu sur ma santé mentale. Ouais. Puis une des manières de faire ça, j'avais comme instinctivement besoin de revenir dans mon corps et dans ses sensations pour repousser des limites que je pensais que j'avais. Parce que moi, je suis diabétique, j'ai des allergies alimentaires, puis je fais du cholestérol. Beaucoup d'allergies? Quand même. C'est pas, me nourrir, c'est un challenge. Fait que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, mais j'avais envie aussi d'être bien. Puis à ce moment-là, j'avais pris une année sabbatique, donc ça faisait peut-être quelques mois que j'avais pas travaillé, puis j'ai recommencé récemment. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à courir puis à m'entraîner au gym aussi, parce que je faisais les deux séparément, la course et la musculation, ça m'a montré que j'étais capable de repousser mes limites. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi dans la thérapie. Fait que c'était comme une combinaison de plusieurs éléments qui m'ont aidé. Puis la course, c'est quelque chose que j'avais pratiqué il y a longtemps, comme un an avant que ma fille vienne au monde. Donc à partir de 2014 jusqu'à ces 3 ans, je courais 7 km par jour à 7 heures le matin. Le seul temps que je sortais pas, c'est quand il y avait des éclairs. Puis à la fin, dans mon quartier à Boucherville, les gens sortaient sur le balcon le matin pour m'applaudir puis me faire comme « let's go ». Tellement que j'étais steady, là. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté pour me concentrer juste sur la musculation. La pandémie est arrivée, les gyms ont fermé. Là, ça a été une pente descendante pour moi physiquement et moralement aussi. Et donc là, je me reprends en main. Je fais de la course. Puis mon évolution a été rapide quand même de ma première course au retour à la course jusqu'à temps que je contacte Elissa. J'étais comme, OK, je suis capable de repousser mes limites. Puis là, moi, je suis pas du tout intense dans la vie. Fait que je me suis dit, je vais courir un marathon en 3h30. Je suis diabétique, let's go. Ouais, t'as mis ça sur le board. Mis ça sur le board. J'étais comme vision board, marathon 3h30. J'avais aucune connaissance. C'est correct de l'avoir l'objectif, mais là, c'est de voir le chemin que ça va prendre pour se rendre là. Mais tu vois, moi, mon but, c'était de sortir de ma zone de confort. Puis finalement, ce que j'ai trouvé, c'est ma zone de confort. C'est vraiment niaiseux à dire, mais sortir de sa zone de confort, ça va quand on stagne dans la vie, quand on a besoin de quelque chose de nouveau ou quand on sent que ce qu'on fait, c'est pas aligné avec nos valeurs. Sortir de notre zone de confort, ça va. Quand tu es diabétique, travailleur autonome, que tu gères quelques entreprises, puis des gros projets, puis tu as une tournée, puis des enfants, à un moment donné, c'est parce que c'est correct le confort aussi. C'est correct d'être bien, d'être confortable, d'être paisible. Il y a un appel au calme dans les dernières années. Il y a un appel à l'anti-performance. Il y a un appel à se déposer. Puis je trouvais que là, ce que j'avais commencé à faire, c'était trop. Fait que j'ai choqué le marathon de Montréal. Puis l'épreuve, je pense qu'on a choisi, c'était le 10 km finalement, que je vais essayer de clencher. Moi, je veux mourir à la fin. OK? Je suis comme, si je suis pour le faire, je veux crever à la ligne d'arrivée, mais je vais le faire en 35 minutes. Tu sais, je vais tout donner. Non, je sais pas en combien de temps je vais le faire, mais là, maintenant, je cours pour le plaisir. Puis je garde Elissa comme coach, même si je n'ai pas d'objectif précis, j'ai besoin de structurer mes entraînements. J'ai pas d'objectif comme, OK, à un moment donné, je vais faire ça. Un objectif, mettons que j'aurais, c'est de chez moi jusqu'au top du Mont-Royal et en aller-retour. J'habite à Saint-Lambert. C'est l'équivalent d'un demi-marathon environ. Puis ça, je suis comme, je vais le faire à un moment donné. Je vais courir 7-8 minutes du kilomètre, mais je vais le faire. Tu sais. Je vais amener des snacks, puis je vais tester ça. Mais c'est plus ça maintenant, mes objectifs. C'est d'avoir du plaisir, puis de dépasser mes limites. Mais comme j'ai des amis qui sont ultramarathoniens, qui font de la trail, tout ça, qui sont suivis par le même endocrinologue que moi, puis ils ont énormément de difficultés à gérer leurs conditions diabétiques parce qu'à un moment donné, tu dépasses un seuil où ton corps, il n'y a plus de repos, il n'y a pas assez de repos pour comme, refaire ses réserves comme il faut. Puis c'était vraiment une condition complexe, plus que je pensais. Pour la course à pied et pour plein d'autres sports en même temps? Pour les sports d'endurance en général, il y a Sébastien Sasseville, je ne sais pas si vous allez recevoir Sébastien, mais Sébastien, il est hallucinant. Il a monté l'Everest, il a traversé le Canada, les États-Unis et tout ça, mais lui, il fait que ça de sa vie. Tu sais. Puis j'ai tellement d'admiration pour lui, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui sont capables de dépasser leurs limites physiques. Mais moi, dans ma situation, c'est pas bénéfique d'aller jusque-là. Donc, je veux vraiment trouver un équilibre entre ma passion, ce que j'aime faire dans la vie, mon métier, la photo, la scène, puis être présent à ma fille. Quand j'étais torché de fatigue après un 17 km, ma fille était à la maison, puis j'avais juste envie qu'on s'effoire devant YouTube. Tu sais, ça m'enlève du temps précieux avec ma fille. Fait que c'est toutes des choses que j'ai considérées dans mon entraînement qui ont fait en sorte que j'ai laissé tomber le marathon, mais que j'ai continué à m'entraîner parce que j'ai trouvé la zone de confort bénéfique pour ma situation à moi. Tu sais, puis le chemin pour... vas-y. Ben, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que c'est une belle leçon aussi de reconnaître ses limites de son quotidien aussi. Parce que, tu sais, oui, c'est bien beau s'entraîner pour un marathon, mais je pense qu'il y a aussi... Il n'y a pas juste la course à pied dans la vie. Tu sais, qu'on en a parlé, tu as des enfants, tu as ton travail. Puis c'est de savoir un peu, dans le fond, la distance qui convient
à notre quotidien, puis quel temps on a à mettre aussi dans l'entraînement. Puis c'est tout à ton honneur, en fait, d'avoir pris cette décision-là. C'est ça. Puis il y a comme une espèce de déséquilibre à un moment donné. Si je suis sur Strava, puis je trouve ça cool comme outil pour te mesurer à toi-même. Ouais. C'est vraiment le fun. La seule affaire, c'est que Strava calcule mal ta condition physique parce qu'ils vont avec le volume. Donc, quand je suis parti au Maroc, puis j'ai fait 70 km de course sur un jet lag puis 5 heures de sommeil par nuit avec une sous-alimentation en lien avec ma condition, bien là, ce travail était comme yo, t'es extraordinaire. J'avais un score de fitness de comme, je sais pas, 70, mettons, le plus haut que je suis allé. Puis là, ben, récemment, je cours, j'ai du plaisir. Mon VO2 max augmente, mon endurance augmente, mais mon score de condition physique descend sur Strava. Fait que je suis comme, il y a des mauvais indices de performance qui sont basés sur le dépassement, mais le dépassement, c'est pas une garantie de bien-être, c'est pas une garantie que tu vas faire du sport de manière bénéfique. Puis moi, c'est vraiment ça, le terme, c'est les bénéfices. Est-ce que ça m'apporte quelque chose au niveau du plaisir, de la santé, puis du reste dans ma vie, oui ou non? Je suis pas un athlète professionnel, je gagne pas ma vie, je vais jamais gagner ma vie en faisant du sport. J'ai pas entraîné mon corps pour l'endurance pendant les 20 dernières années. Fait que moi, ça me donne rien de faire ça, mais je regarde des gens qui font, mettons, du CrossFit ou des athlètes hybrides, là, c'est comme la nouvelle patente, puis je trouve ça super impressionnant, mais je suis comme, t'as pas d'enfant, t'as pas tant de responsabilité, puis c'est zéro un jugement. C'est juste que j'essaie de comparer, tu sais, qu'est-ce que t'as besoin pour être en mesure de faire ça, puis je suis pas prêt à mettre les efforts pour arriver à ces résultats-là, mais je suis le meilleur spectateur pour ça, puis j'encourage ces gens-là à le faire, parce que ça aide d'autres personnes à se motiver comme ça m'a aidé, tu sais. Fait que c'est juste de trouver son équilibre là-dedans. C'est un peu la continuité de ce que tu as fait quand tu as lancé ta fondation pour sensibiliser les gens à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis à travers gérer comment on se comporte sur les réseaux sociaux, il y a comment l'image que nous autres, on projette devient importante pour nous. T'sais, on en a parlé dans d'autres épisodes. J'ai couru, il faut absolument que je me prenne en photo, puis je le dis à tout le monde. Puis il y en a pour qui ça devient maladif à un moment donné. Puis la barrière, tu te mets une barrière qui n'est pas réelle, dans le fond, puis tu te fais mal à toi-même. Là. Je trouve que c'est beaucoup ça qui est mis de l'avant. Si on regarde là, le contenu qui est facilement accessible à tout le monde, c'est beaucoup des gens qui se dépassent, qui font des demi-marathons, des marathons, des grandes distances, des ultras, de la trail, tout ça. J'ai mon ami Jay en ce moment, Jay Dutemps, qui fait le tour du Canada. Mais tu sais, Jay, c'est un vrai athlète, puis je veux dire, il a fait ça, ça fait des années qu'il s'entraîne. Il est entouré. En endurance, il est entouré, tout ça. C'est magnifique ce qu'il fait pour une cause. Tu sais, on parle de Jay Dutemps, qui fait son show, puis en fait, il se rend dans les villes en courant. C'est ça, en courant ou à vélo, puis ça a été mon partenaire de course pour quelques sorties, puis tu sais, c'est toujours extraordinaire de courir avec Jay, parce que c'est vraiment un athlète épouvantable. C'est un monstre, là, vraiment. On pouvait courir à la vitesse que je voulais. Lui, je l'aurais jamais torché. Là, on aurait pu faire 4 minutes du kilomètre comme on a fait des fois 6,5, 7. Puis on avait du plaisir à le faire au Mont-Royal, dans la rue. On a couru à un moment donné entre l'hiver et le printemps. Il y avait de la slush à terre. C'était vraiment désagréable. Puis il avait le sourire aux lèvres. Puis il était content de m'aider. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est la plus longue distance que j'ai faite. Puis il m'a pris dans ses bras. Puis tu sais, je trouve ça cool de le voir aller. Je trouve ça intéressant, ces affaires-là, mais comme je dis, moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Puis je trouve que pour une personne qui veut commencer à courir, c'est facile de se laisser emporter avec tout ce que ça amène dans le « OK, m'a torché du monde, puis je vais être bon sur Strava, puis whatever ». Moi, je me compare pas aux autres dans la vie. Je suis pas compétitif. J'ai pas cette fibre-là. Ça m'habite pas. Je suis un gars de collaboration, puis quand je sens qu'il y a trop de compétition qui s'installe, je préfère devenir spectateur puis avoir du plaisir à regarder ce qui se fait. J'ai toujours été comme ça. Puis pour moi, de regarder le monde sur Strava, c'est le fun. Je trouve ça cool. Mais j'ai tout enlevé mes notifications puis tout ça parce que je mets mes entraînements. Puis moi, je veux juste que les personnes diabétiques sachent que c'est possible de faire de l'entraînement puis de ne pas dépasser ses limites puis de rester dans une zone de confort pour que ce soit bénéfique au traitement de la condition. C'est quel genre d'élève? Quand toi, tu le coaches, mettons la version de la coach. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, sauf qu'il veut faire quand même à sa manière en même temps. C'est un bon mélange des deux. Il écoute, mais il veut faire à sa tête. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, je vais courir un 10 all out pour rien. Je suis comme, yay! Il écoute ce que j'ai à dire. Il prend les conseils, mais je vois quand même qu'il y a une tendance à... S'il y a quelque chose que ça lui tente de le faire, il va le faire. Puis en même temps, moi, c'est ce que je prône. Je veux que la personne que j'entraîne ait du plaisir. Fait qu'après, si c'est ça qu'il a envie de faire, let's go. Moi, je vais être là pour te donner des conseils puis t'encadrer le mieux que je peux, mais c'est après... mais c'est parce que ça me donne une structure générale. Course, mettons, une sortie normale, là, easy pace, après ça, des intervalles puis une longue sortie. Puis là, je suis comme, OK, c'est cool, ça, je peux faire ça. Des fois, les intervalles, j'ai de la difficulté à courir, mettons, à 4 minutes 30. J'ai l'impression que vu que je sais que c'est rapide, je vais y aller à 100%. J'ai de la difficulté encore à gager l'effort.
J'y arrive tranquillement, pas vite. Mais là, une des choses que j'ai découvertes qui est fascinante, c'est la zone 2. Je suis comme, wow, je pourrais courir une vie au complet à cette vitesse-là. Je fais mes meetings téléphoniques en même temps. Sérieux? Oh, ouais. Je trippe, là, ma montre est comme, hey, dude, wow, extraordinaire. Là, ton VO2 max, il augmente parce que j'essaie de courir en bas de 150 BPM. Puis moi, mon rythme cardiaque est très élevé quand je cours. Okay. Je cours avec un de mes amis qui fume la clope, puis lui, son BPM est à 140 quand on fait du 5 minutes du kilomètre. Moi, je suis à 175. Puis, tu sais, des fois, je vais courir, mettons, 7 minutes, 8 minutes du kilomètre pour être à 150. Puis là, si je fais juste penser à aller plus vite, mon cœur augmente. Fait que c'est propre à chacun. Donc, c'est vraiment, vraiment pas important de se mesurer aux autres. Mais moi, je vais avec ce que je suis capable de faire puis ce qui me fait plaisir aussi. Tu sais, c'est fou parce que dans cette discipline-là, tu t'évolues tellement, tu le combines avec la musculation, t'en parlais. Tu sais, quand t'as le privilège, puis tu peux le faire dans la vie de t'entourer de coach. T'entraînes-tu encore avec Jeff Godreau? Non. Jeff, c'est encore un ami. Là, on est en contact. Je m'entraîne avec AJ Campbell, qui est à Québec. AJ, c'est mon coach en force. Elissa, ma coach en jogging. J'ai aussi Catherine Bélanger qui fait ma nutrition. Puis elle est spécialisée dans les athlètes de haut niveau puis aussi les athlètes diabétiques. Oh wow. Ça, je trouve ça le fun. Puis j'ai aussi un autre médecin au privé qui s'appelle Julien Martel. C'est lui qui m'a prescrit justement mes médicaments pour le cholestérol. Parce que quand tu regardes ma shape, tu te dis pas il est diabétique puis il fait du cholestérol. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est comme des mythes là, qu'il faut défaire. Puis moi, c'est vraiment ça, plus ma mission avec l'entraînement, l'exercice, c'est de faire comme la shape que j'ai. Puis je t'ai déjà parlé de shape de course, là, me semble, au podcast avec PH, puis Dom. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'ai des gens autour de moi, des hommes, des femmes qui sont, je veux pas dire surpoids, mais qui sont des personnes grosses, tu sais, puis c'est pas un mauvais qualificatif. Non, mais ils courent plus vite que moi. Puis ils ont des meilleurs bilans lipidiques que moi. Puis je suis comme, tu sais, ça n'a rien lâché. Puis on est en train de le voir, c'est juste qu'on n'a pas assez de données probantes en endocrinologie parce qu'on a toujours snobé les personnes grosses en disant ils sont gros, c'est de leur faute, tatata, mais comme c'est vraiment, c'est pas vrai. Fait que moi, ce que je veux faire avec l'entraînement, c'est que je veux que les gens fassent comme OK, il est diabétique, OK, il fait du cholestérol, OK, il s'entraîne, puis mais j'ai le corps que j'ai. Tu sais, si je veux peser, là, j'étais à 165, si je veux peser 215, j'ai de la job en esti à faire. Là. Mais si une personne qui pèse 215 veut peser 165, elle a exactement la même job à faire que moi j'ai à faire pour atteindre son poids. Fait que c'est tellement ridicule. Fait que moi, je veux qu'avec les entraînements que je fais, moi, j'ai commencé à m'entraîner à cause de Dwayne Johnson. À cause de The Rock? The Rock. Toi, je te dis que j'ai un tatou de The Rock. Il faut vraiment que tu le fasses enlever. C'est vraiment mais je l'adore. C'est la prochaine étape, je le fais enlever. C'est ça, puis lui, il était comme, hey, je viens de faire un vol de 19 heures, puis là, ça fait genre 40 semaines que je mange pas, puis là, je m'entraîne pareil. Puis là, j'étais comme, OK, bon, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais j'ai comme compris que quand t'as pas, mettons, des dizaines de millions de dollars ou des centaines de millions de dollars dans ton compte, puis une vie comme lui, puis 72 assistants, il faut que tu prennes des breaks. Écoute, son équipe arrive avant lui dans les villes où il est pour monter son Iron Paradise. Fait que, mettons, il tourne en France. Là, il est là cette semaine, il est en France. Son équipe arrive 3 jours avant lui. Il monte un pro gym, le pro gym de Schlaga. Il monte ça sur son set de tournage. Lui, il arrive, débarque de l'avion, rentre dans le gym. Il s'en va, il défend le gym, il renvoie ça dans la prochaine ville. Moi, je m'en vais faire un show à Québec vendredi. Je suis tout seul. Je vais arriver dans ma chambre d'hôtel. Je vais mettre le plus de choses dans mes valises. Je vais faire des biceps curls pendant 15 minutes. Ça va être ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais la vie de tournée. Là, tu repars les shows, tu te promènes. Faut que tu rentres dans ton agenda. Faut que tu t'assures que l'endroit où tu vas, tu peux courir. Y a-tu un gym à l'hôtel? Y a-tu envie de le faire? J'ai pas tant envie de le faire. Honnêtement, je vais le faire quand j'ai le temps. Pour moi, l'entraînement, c'est ultra important. J'essaye de le faire entre 2 et 5 fois semaine, je suis content. Mais je veux plus mettre la pression de le faire parce que le stress que ça m'apporte de me mettre la pression de le faire si je le fais pas, c'est du stress que je m'ajoute pour aucune raison. C'est pas bénéfique. Donc, si j'ai le temps d'aller courir, je vais aller faire 1h30 de zone 2 avec plaisir ou je vais aller au gym pendant 1h30 puis je vais tout donner, tu sais. Mais là, si je peux pas m'entraîner pendant 2 jours après, je vais juste vraiment bien manger, puis je vais traiter ma condition. Puis honnêtement, c'est plus facile de traiter sa condition diabétique, les diabétiques de type 1, quand tu t'entraînes pas. Parce que l'entraînement, oui, ça peut être bénéfique parce que, bon, l'augmentation de la masse musculaire peut t'aider à tirer du glucose, donc tu peux mieux gérer ça, tes glycémies sont plus stables, mais en même temps, ça fait aussi dégager des hormones qui sont des hormones qui vont inhiber l'action de l'insuline, donc tu dois t'injecter plus, tu as des plus gros pics, tu as des plus grosses descentes, des choses comme ça. Fait que c'est une condition qui est assez complexe. Puis j'ai réalisé que j'avais pas envie de faire ce qu'il fallait que je fasse pour me rendre à faire un marathon avec la condition diabétique. Ça veut pas dire que les personnes diabétiques ne doivent pas le faire. Il y en a qui le font, qui sont extraordinaires. Il y a un gars avec qui je parlais récemment qui va être au marathon de Montréal. Il a fait son demi. Il est diabétique de type 1 comme moi, puis il l'a rentré en 1h30. Wow. C'est hallucinant, là. Puis j'étais comme, man, t'es vraiment extraordinaire. C'est vraiment inspirant pour moi de voir ça. Ben oui. Ça m'inspire à pas lâcher. Mais j'ai-tu envie de faire un demi-marathon en 1h30?
aucune calice de chance. Puis surtout pour... Ben non, mais c'est vrai. Puis, aucune chance. Tu sais, des parents, mettons, là, qui ont des jeunes enfants qui sont diabétiques, puis ils les voient arriver, puis là, tu fais... Tu sais, c'est pour ça que ces histoires-là sont inspirantes. OK, je veux le mettre au sport, mais comment je fais pour le mettre au sport de façon sécuritaire? Comment je fais pour qu'il soit bien? Des histoires comme ça, faut que ça soit raconté pour ça. Ouais, ça, c'est une chose pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Les parents qui ont des enfants diabétiques, mais qui sont pas des personnes diabétiques. Parce que c'est une condition qui, de l'extérieur, est extrêmement difficile à comprendre. Puis, tu sais, ça se compare à... Moi, j'ai une job à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis pas payé. Je l'haïs, ce job-là, puis je peux pas démissionner. Ouais, c'est ça. Fait que la charge mentale est telle que ça vient vraiment peser sur... toutes les choses. Je pense tout le temps à ça. Là, j'ai ma glycémie sur ma montre, je l'ai sur mon téléphone, j'ai un capteur ici. Bientôt, je vais probablement switcher à la pompe, mais ça, c'est une autre adaptation. Mais heureusement, la technologie est extraordinaire aujourd'hui. C'est vraiment facile de contrôler ses glycémies. Les insulines sont intelligentes. Puis grâce à l'industrie pharmaceutique, il y a des choses fantastiques qui sont sortis sur le marché pour aider, même en sport. Moi, écoute, là, j'ai mon capteur, fait que je peux regarder pendant que je m'entraîne, c'est quoi ma glycémie, est-ce que je suis en train de baisser, en train de monter, je peux corriger à même mon entraînement. Mais on recule de ça il y a 5-6 ans, il fallait que je sorte ma petite machine, que je me pique sur le doigt, que je mette du sang dans un truc. Je fais ça au restaurant, je faisais ça au gym, écoute, c'est un cauchemar. Puis maintenant, ben, ces produits-là sont accessibles. T'sais. Fait que ça facilite énormément la vie, mais quand même, ça reste une condition qu'il faut prendre en considération, puis qu'il faut traiter, mais faut pas que tu t'ajoutes le stress de le faire. Fait que ça prend assez de place que je me dis, je peux pas combiner les deux, c'est pas possible pour moi. Puis quelqu'un qui voudrait, mettons, commencer à courir puis qui est diabétique, ça serait quoi, mettons, les conseils que tu auras à donner? Y a-t-il des personnes d'abord qui devraient aller voir? Baby steps, c'est la meilleure chose. Baby steps, là, tu vas... Parce que, dans le fond, le fait d'aller vers l'exercice physique va faire en sorte qu'au début, ton corps va triper, là, il va tirer plein de glycogène, puis je veux dire, ça va stabiliser la glycémie, tu vas te sentir bien, l'endorphine, tout ça. Mais à un moment donné, le corps s'adapte à ces changements-là, puis tu vas avoir le même enjeu après parce que tu vas être à un autre niveau. Fait que je dis toujours la marche, 2 ou 3 fois par semaine, juste une demi-heure. Après ça, tu mets de la course un petit peu là-dedans, puis après ça, ben, tu fais juste un peu de course, mais des petites distances, puis tu vois comment ton corps se comporte parce qu'il faut ajuster les doses d'insuline en même temps ou des médicaments pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Ou qui ont des troubles métaboliques, de la résistance à l'insuline, des choses comme ça, même des gens qui sont sur l'Ozempic aussi, qui sont en grand surpoids pour qui ça cause des troubles psychologiques, physiologiques et compagnie. C'est vraiment d'y aller là, tranquillement. Puis c'est toi qui m'as fait comprendre ça. Quand je t'ai posé la question, en combien de temps tu as réussi à faire un marathon en 2h30? Tu m'as dit ça m'a pris 6 ans. Moi, ça faisait 4 mois que je courais, puis je m'imaginais déjà faire un marathon en 3h30. J'étais pas là pantoute, là. Moi, j'avais pas compris. Puis il y a plein de gens qui me le disaient, mais tu sais, des fois, tu te dis, moi, l'essayer pareil. Puis là, j'ai fini par comprendre que c'était pas ça ma tasse de thé nécessairement. Fait que, puis tu sais, faire des athlètes d'endurance, ça prend des années. Fait que là, je reviens à la base. Je fais du zone 2, je cours à 7 minutes et demie du kilomètre. Il y a comme une partie de moi qui se sent mal de mettre ça sur Strava. Puis une autre partie de moi qui fait comme, man, je me sens tellement bien quand je fais une sortie de 40 minutes, puis je cours à 7 minutes du kilomètre. Puis là, ma montre est comme, oh my God, t'es donc bien calme. Wow, bravo. Puis je dors mieux. Je suis comme, ah, OK, ça, j'aime ça. Ça, j'aime vraiment ça. Tu as parlé de l'aspect mental tantôt. Je pense qu'on le vit tous. Maintenant, à l'âge adulte, tu arrives dans un crunch, tu es dans un Y, comme année, tu fais, je vais où, je fais quoi, je suis bien, je suis à la bonne job. Ça peut être un paquet d'affaires. Ou dans ton processus où tu as commencé à courir, tu as fait, hey, ça pourrait vraiment me faire du bien. Te souviens-tu du moment où tu as fait comme, hey, je pense que j'ai de quoi, là? Ben, en fait, c'est que moi, je suis TDAH. Puis j'ai décidé de ne pas prendre la route des médicaments pour un paquet de raisons qui est en lien avec une autre condition qui s'appelle le HPI. Puis de l'hypervigilance, hypersensibilité. Ouais. J'ai eu quelques diagnostics dans les années récentes. Puis j'ai consulté des psychiatres, des psychologues, des gens spécialisés en pharmacologie pour voir comme est-ce que ces molécules-là, c'est une bonne affaire ou whatever. Puis finalement, après une batterie de tests, tout ça, l'ergothérapie en santé mentale, la psychothérapie, c'était vraiment la chose à faire. Puis j'ai commencé par ça en premier. Mais l'exercice, ce que ça fait, c'est que ça donne, en tout cas, je vais peut-être l'expliquer mal, là, mais ça donne comme un tonus de base qui fait en sorte que tu es moins paresseux. Ça stimule la discipline. Puis c'est très scientifique. La discipline amène la discipline. Quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, puis tu les fais quand même, ton cerveau l'enregistre. Puis à force de développer l'habitude, ben tu deviens plus enclin à la maintenir. Fait que pour moi, en ce moment, c'est pas de commencer à avoir des bonnes nouvelles habitudes, c'est vraiment de maintenir les bonnes habitudes que j'ai découvertes en faisant de la psychothérapie. Parce que là, je suis sorti de la psychothérapie parce qu'on a réglé les affaires, puis à un moment donné, tu as le droit d'être bien aussi. Fait que je suis vraiment dans le maintien de la zone de confort que j'ai trouvée, puis j'essaie toujours de la repousser un petit peu,
mais c'est vraiment des baby steps, comme je disais. C'est pas comme, OK, bon, mais dans 2 semaines, je vais faire tel temps, whatever. C'est juste comme, je vais courir, je vais aller au gym, puis on verra ce que ça donne. Puis quand je vais être prêt à faire un step de plus, puis je vais voir que j'ai le temps, je vais le faire. Si jamais il y a une semaine ou 2, que j'ai plusieurs shows loin, j'ai de la route à faire, je me couche tard, je veux passer plus de temps que ma fille, je vais reculer de 3 steps, je vais descendre mes charges, je vais diminuer mon temps, puis je vais recommencer. Mais comme, je préfère la route vers l'atteinte de l'objectif que l'atteinte de l'objectif. C'est vrai. Vraiment, moi, c'est... Et comme, je sais que si je fais le marathon, je vais faire comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Faut que je fasse plus loin ou faut que je fasse plus vite? Je suis comme, je m'en crisse, honnêtement. Je veux juste faire des choses différentes. J'ai cet intérêt-là pour toutes les affaires, en général. Fait que je me dis, je vais faire plusieurs choses qui vont me donner du plaisir. Puis même si j'atteins pas l'objectif, je m'en fous. C'est pas mon métier, tu sais. C'est comme l'humour. En ce moment, je fais des shows. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Pour vrai? Ben, je veux faire un one-man show à un moment donné, mais il y a tellement de gens qui sont extraordinaires sur scène. Il y a tellement de gens... qui sont intéressants, talentueux, que je prétends pas que je vais amener quelque chose de nouveau dans le domaine de l'humour. Je pense que je vais amener quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, ou qui est complètement champ gauche. Tu sais, je regarde un gars comme Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est une légende déjà, ce gars-là. Il est hallucinant. On est à des kilomètres l'un de l'autre, mais moi, je suis un bon spectateur de ce qu'il fait. Je pense que je fais quelque chose d'intéressant, mais j'ai vraiment du plaisir. C'est ça qui m'importe. On verra qu'est-ce que ça va donner. Tu sais. Puis je pense qu'on essaie des fois trop de déterminer ça va être quoi le but final, mais dans le fond, si tu apprécies le chemin, comme tu dis, ben après la journée J, ça va probablement bien se passer aussi si tu es capable de... Puis comment tu t'es senti, mettons, parce que je sais que tu as fait ton marathon en 2h30, c'était quoi le feeling après? Je sais que l'extase qui suit, mais il y a un down, c'est sûr, là. Oui, parce que ben il y a un contexte à ça aussi. Là, j'étais partie m'entraîner en altitude pendant 5 semaines. J'avais un gros trip de voyage qui entourait ça, fait que je suis revenue. J'avais mon objectif de course. Bon, ça a donné aussi que je suis arrivée 2e au marathon. Fait que comme c'était un gros high. C'est sûr. Puis après, ça redescend. Puis c'est comme... En fait, j'ai aussi eu la qualification pour les championnats du monde. Fait que comme j'ai reparti sur un high. Fait que ça a plus été après les championnats du monde que là, j'ai eu mon down. Mais je suis quelqu'un qui marche aux objectifs. Fait que souvent, puis c'est peut-être pas nécessairement positif, mais dès que j'ai une compétition qui finit, je pense souvent comme, bon, ben... Ça va être quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine? Mais c'est ça que tu fais aussi, tu as choisi de faire ça. Ouais. C'est correct, parce que je veux dire, si tu n'avais pas cette drive-là, ben, tu ferais probablement pas ça. T'sais, si tu avais des trucs sur le side ou whatever, c'est ça que j'aime dans les gens comme toi, c'est qu'il y a là une grande source de motivation. Parce que c'est comme un idéal, puis tu te dis, ben, si je regarde pas mieux que moi, ça me donne quoi de le faire, tu sais. Puis c'est le fun de repousser ses objectifs. Je pense que c'est juste de déterminer le rythme auquel tu veux progresser. Puis ça, c'est pas important, là. Tu peux, tu sais, je veux dire, la vitesse à laquelle tu progresses, ça regarde personne d'autre que toi. Exactement. Tu sais, c'est sûr que, bon, on va prendre un exemple extrême, une personne qui fait de l'alcoolisme, mais il faut qu'elle arrête littéralement du jour au lendemain. Non, on s'entend, là. Tu sais, il y a des choses qui demandent du temps puis que ça soit fait là, mais la progression dans l'indice de santé physique, écoute, ça peut pas être mieux que de prendre son temps pour en arriver à ses objectifs. Tu sais, puis dans le sport de performance, ce qui est fou, là, si tu compares, mettons, à des sports d'équipe, je parlais avec Max Talbot l'autre jour, tu sais, mettons, tu joues au hockey. Tu as 82 matchs, tu en finis un, tu rejoues jeudi, tu rejoues samedi. Ça se répète. La saison se termine, tu t'entraînes pour l'été, la saison que tu as la date déjà. Je parlais une année, j'animais l'Ironman à Tremblant, je parlais avec le gars qui l'a gagné, Romain Guillaume, il m'a dit l'arrêt de voiture entre le moment où j'ai gagné et retourner à mon hôtel, c'est le moment le plus triste de ma vie. C'est triste, là, t'as aucune idée. Il dit, tu rentres, tu gagnes, Tremblant au complet, t'acclames, les gens crient, tu pleures, le monde te prend dans les bras, tu prends 2-3 photos, tu bois du champagne. 1 heure après, tu t'assois dans ton auto, t'es tout seul. T'es pas spécial, tu sais. C'est ça l'affaire, man. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. On a gagné des Oliviers avec Contrat de gars. Le premier, je pense que c'était en 2009. Puis moi, j'étais tellement content parce que je faisais ce métier-là dans ces années-là parce que j'avais envie de montrer aux gens avec qui j'avais fait le secondaire que j'étais meilleur que tout le monde. Parce que je m'étais fait bully, puis... je me souviens de ça. Parce qu'on l'a déjà eu, cette discussion-là. Je le sais. Puis je te jure, avant qu'ils annoncent notre nom comme gagnant, j'ai texté ma mère. C'est nous autres qui gagnent, c'est sûr. J'ai texté ma mère, puis là, ils ont annoncé Contrat de gars. Puis là, je monte sur le stage, j'ai le chest de même, je marche comme ça. Puis là, je prends la statuette dans mes mains, puis là, mon gars, ça a été la plus grosse crise de panique que j'ai faite de ma vie parce que j'étais comme, ah ben, tabarnak, ça guérit rien. C'est pas parti. Ouais, je comprends. Mon sentiment de vide n'est pas parti, même qui a été amplifié par la victoire parce que j'étais comme, oh Christ, là, va falloir que je maintienne ça. Puis c'est ça un peu qui m'a fait... un standard qui vient d'être établi, là. Ben c'est ça, puis c'est ça qui m'a fait quitter l'humour à ce moment-là. J'étais comme, OK,
j'ai pas ce que ça prend, j'ai pas la discipline nécessaire. Parce que c'est-tu dans cette année-là que tu venais de tout casser avec Tourne d'amour, ton numéro, Tourne d'amour? Exact. Écoute, je n'étais même pas sorti de l'école, j'étais déjà en gérance avec le club école de Juste pour rire qui s'appelait Comedy Shop à l'époque. Parce que Tourne d'amour, ça fait le tour du Québec. Tourne d'amour, je m'en fais encore parler. Contrat de gars, je peux aller pisser à Val d'Or dans une toilette chimique en plein milieu d'un champ, puis il y a 3 personnes qui vont me reconnaître de contrat de gars. C'est sûr. Puis pas 3 fois par jour, contrat de gars, tout le temps. Puis je trouve ça cool parce que Jonathan et moi, puis l'équipe, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais tu sais, à ce moment-là, c'est ça. Quand j'ai eu ça dans mes mains, j'ai fait comme, oh my God, c'était le moment le plus triste de ma vie. Puis c'est là que j'ai compris que j'allais pas poursuivre des objectifs comme ça ou j'allais pas vouloir clencher du monde pour être heureux parce que ça me rendait pas du tout heureux. Fait que c'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais beaucoup de travail à faire puis que finalement, ce qui a fini par m'intéresser, c'est le travail. Puis ça s'est concrétisé là, beaucoup plus fort à partir du moment où j'ai eu Elissa dans mon entraînement parce que j'étais comme, OK, j'ai vraiment de la job à faire pour faire ce que je pense que je suis capable de faire. Puis finalement, je réalise que je suis pas capable de faire un marathon en 3h30. Pas là, peut-être dans 10 ans, mais pour le moment, je veux juste avoir du plaisir. Je veux que mon rythme cardiaque soit bien. Je veux prolonger mon bien-être. Parce que ça donne rien de vivre vieux si tu vis pas bien. Non, c'est ça. Il y a comme le gars là, de 42 ans là, qui paye des millions par année pour avoir l'air de 18, mais dans le fond, il est juste l'air d'un gars de 60 avec un facelift. Là. Moi, ça me fait... Je suis content... Il y a 2 affaires. Je suis content que ce gars-là fasse ça parce qu'il y a des découvertes scientifiques qui sont faites puis ça l'a fait faire un bond à l'apprentissage de la communauté scientifique parce que ce gars-là dépense son argent en fou là-dedans. Fait qu'il y a des bénéfices extraordinaires dans la recherche au niveau de la préservation du bien-être pendant la vie. D'un autre côté, je trouve que ça donne rien de vivre de même et de se faire des transfusions de sang de son propre enfant pour penser vivre jusqu'à 140. Moi, je me souviens, il y a une amie à moi qui a fait des portraits d'une dame de 107 ans. Puis elle avait été exposée au World Press Photo de Montréal. Puis j'avais été voir la dame de 107 ans, puis j'avais dit, madame, comment vous avez fait pour vous rendre à 107? Puis comme tu veux savoir le secret de la vie éternelle, je suis comme, non, c'est juste que moi, j'ai 37, puis je suis déjà écœuré. Fait que genre, comment t'as fait pour faire 70 de plus? Elle est partie à rire, puis elle trouvait ça vraiment, vraiment drôle. Puis j'étais comme, pour vrai, tu sais, à un moment donné, tu fais le tour, I guess. Je dis pas ça parce que j'ai un death wish ou quoi que ce soit, mais je suis comme, ça donne quoi de vivre longtemps si t'as pas des belles journées? Ouais, puis c'était pour être malade, c'était pour être pas en santé. Puis tu sais, moi, le wake-up call, c'est mon gars Milan quand il est arrivé. Tu sais, Milan a 4 ans, puis je me souviens, puis tu sais, j'ai perdu pas mal de poids dans la dernière année, mais une année, j'avais Milan dans mes bras, il y avait peut-être 6 mois, je pesais 235 livres, je jouais avec, puis j'étais brûlé. Ah ouais? Puis là, j'ai fait, non. C'était cette journée-là que je partais avec mes running shoes, j'allais courir, puis ça a comme jamais arrêté depuis, ce désir-là. Tu as dormi pendant 3 jours après 3 km. Je pense que je l'ai déjà raconté, là, mais je suis pas équipé. Là, je descends les marches, ma blonde est dans le salon, elle dit, qu'est-ce que tu fais? On va courir! T'as même pas de souliers de course. Je fais là, j'y monte, j'ai des Air Max, genre de Nike, puis j'étais en sweatpants, j'ai des cotons ouettés. Il y avait des Birkenstock. Elle dit, tu peux pas aller courir de même. Je dis, non, mais là, j'ai un wake-up call, c'est là que ça se passe, puis on verra. Mais moi, j'ai jamais parlé à personne, je sais pas comment ça marche la course à pied. On va aller dans les rues ici. Fait que go, on part. Mais là, puis là, je me souviens, je reviens 24 minutes après en sueur. Je pousse la porte, je tombe dans le portique. Ma blonde qui a fait des demi-marathons, elle pousse la porte et elle dit, c'est pas de même qu'on court. Ouais, c'est ça. C'est pas comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je veux juste être en forme pour jouer avec Milan le plus longtemps possible. Mais le wake-up call, pour moi, ça a vraiment été mon gars. Tu sais, quand Jeanne est arrivée, là, quand t'as des enfants, tu fais ah! Ouais, quand Jeanne est arrivée, dans le fond, ça n'a pas été un wake-up call physique parce que je courais déjà à ce moment-là. C'était plus c'était un appel à la douceur et au calme. Parce qu'il y a quelque chose chez les hommes, puis je vais généraliser, là, puis vous me callerez out si ça vous tente, mais il y a quelque chose chez les hommes on nous a comme convaincus que tu peux tout faire avec la force brute. C'est vrai. Je vais brute force l'épreuve qui s'en vient. Ouais. Mais comme pour passer à travers une épreuve, il faut que tu ailles vers l'épreuve. Puis nous autres, on va trouver toutes sortes de manières de passer à côté, en dessous, par-dessus, de puncher l'épreuve, mais il faut juste que tu traverses l'épreuve. Puis comme Jeanne, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais capable d'aimer fort, puis à quel point j'étais capable de m'oublier, puis de faire un don de moi-même, alors que j'étais une personne qui était très égocentrique, puis qui était beaucoup, beaucoup centrée sur ses besoins comme enfant unique, qui avait vécu une enfance un peu chaotique. Et donc, c'est ça que ça m'a donné comme envie. Ça m'a donné envie de découvrir la paix, puis ça a pris des années. Ma fille, elle a 8 ans, puis là, je commence... Ça fait, mettons, 1 an ou 2 que je suis comme, OK, je commence à avoir une présence avec ma fille, puis à approfondir la relation pour que si elle a quelque chose, elle vienne voir son père, tu sais. Ouais. Mais
Le call physique, c'est juste que, ben, c'est ça. Comme tout le monde, après la pandémie, j'avais pris 25-30 livres, puis j'étais comme, j'avais de la misère à attacher mes lacets, puis je transpirais quand je mangeais. Fait que j'étais comme, non, faut que je fasse quelque chose parce que je vais claquer. Je suis diabétique en plus. Ouais, c'est ça. Mon alimentation était épouvantable. Je mangeais comme un putois, là, genre, c'était comme terrible. Fait que voilà. Le mot putois me fait beaucoup rire. J'aime ce mot-là. Mais tu sais, la nutrition aussi, c'est la clé là-dedans. Mais raconte ton voyage au Maroc parce que c'est intéressant ce que tu as fait. Il y a des bonnes histoires. Il y a des bonnes... Ouais, c'est ça. Comment tu bookes un voyage au Maroc dans le tréfonds du... Moi, ça faisait des années que je voulais aller au Maroc. J'avais une fenêtre de temps avant le début de ma tournée. Puis c'était comme un peu la fin de ma sabbatique. Puis j'étais comme, OK, ça fait longtemps que je veux voyager. Moi, j'aime ça voyager seul. Puis ici au Québec, on dirait que je suis tout le temps un peu chicken de sortir de ma zone de confort. Mais là, je suis parti au Maroc. J'ai atterri à Casablanca. J'ai fait 2600 km de route en char avec un Kia Sportage diesel. Toi qui aimes les chars, c'est parfait. Ah, j'ai adoré cette auto. Mais c'était bien correct l'auto parce qu'elle était pas chère puis j'avais pas l'air d'avoir un style de vie huppé puis ça donnait pas envie au monde de me voler mon char. Fait que c'était vraiment parfait. Puis aussi, en tout respect de la culture là-bas, avoir une voiture au Maroc, c'est un statut quand même assez... Sérieux? Élevé, ben, tu sais, c'est un pays qui est standard, tu sais. Il n'y a rien d'épouvantable, puis il n'y a rien d'extrême. Pas grand monde qui roule en G-Wagon. Mais tu sais, non, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des voitures non plus, tu sais. Parce que, bon, les villes sont faites comme elles sont faites, puis ça, fait que je voulais pas arriver là-bas, puis flasher, puis faire mes affaires. Fait que, anyway, fait que j'atterris à Casablanca, je fais le tour, puis là, finalement, il faut que je me rende à Chefchaouen, mais c'est comme 4h30 de route, puis je suis comme, avec le jet lag, no fucking way que je fais 4 heures de route en descendant de l'avion. Fait que j'ai arrêté à... la première ville que j'ai faite, c'est Rabat. Puis, rendu à Rabat, j'étais comme, hey, si je cours pas aujourd'hui, parce que je m'étais donné comme objectif de courir 100 km pendant mes 16 jours. Fait que j'étais comme, c'est à peu près 8 à 10 km par ville que je vais faire. Ouais. C'est raisonnable. Puis finalement, j'ai réalisé qu'avec le jet lag, l'alimentation, des fois, il y a des places qui sont pas safe. Pourquoi? Pas nécessairement, j'ai peur de me faire attaquer, mais plus que je connais pas l'endroit. De perdre des chemins. Puis si jamais, mettons, je suis une baisse de glycémie, puis qu'il faut que j'agisse rapidement, à quelle heure les magasins ferment, puis bon, tout ça. C'est sûr. Je sais pas, en tout cas, les gens vont comprendre, c'est quoi le poids de la condition diabétique quand tu cours, puis tu es dans un autre pays qui parle pas ta langue, parce que je parle pas arabe. Non, c'est ça. Fait que, puis tu sais, j'avais ma liste d'allergies écrite en arabe, mais finalement, tous les spots que j'ai fait au Maroc, c'est des Amazighs qu'on dit. Puis eux autres, ils parlent une autre langue. Fait que là, il fallait que je le traduise dans 2 langues différentes. C'est pas tout le monde qui parle amazigh qui parle arabe et vice-versa. Fait que c'était plus compliqué que je pensais. Finalement, j'ai fait 70 km sur 100. Mais je suis revenu, puis mon médecin m'a dit, tu t'es enlevé comme 3 ans d'espérance de vie avec ce voyage-là. J'étais en burn-out bien raide, mais j'ai couru, puis ça a été une magnifique façon de découvrir le Maroc. Tu sais, 15 km de course dans le désert du Sahara. Ça, là. Ça c'était... Tu sais, quand il y a comme rien. J'avais la chienne. Je sais pas pourquoi. On est parti aussi en motocross dans les dunes. On a fait 150 km avec un guide. Puis à un moment donné, j'étais sur le top d'une dune. J'ai regardé autour, je voyais rien. J'étais comme, là, j'ai pogné Kettel, là. J'étais comme, bon, si lui, je le perds de vue, je suis dans la merde. J'avais mon téléphone, là, j'aurais pu mettre le GPS. Non, c'est sûr, mais pareil. Mais j'étais comme, je suis pas spécial, hein. On est pas... on est moins fort qu'on pense dans la vie. On ne tient pas à grand-chose. Ouais. Fait que ça a été... le Maroc, ça a été un peu un premier pas vers, OK, j'en fais-tu trop? Puis en revenant, j'ai un très bon ami qui est décédé, Félix Renaud. Puis le deuil m'a fracassé complètement. 36 ans, 2 enfants, maladie du cœur, un décès subi. Un gars en or, tu sais, vraiment un exemple. Un gars tellement extraordinaire. Puis ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai pris le temps de le vivre, mais quand je suis revenu, j'avais plein de shows de bouquets. J'avais rencontré une fille en même temps aussi, qui est ma copine aujourd'hui. Avec qui ça a vraiment cliqué fort puis qui m'a beaucoup aidé à travers tout ça. Mais ça a été une période où il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ça générait beaucoup de stress puis j'étais comme, je n'ai pas de plaisir. Fait qu'il faut que j'enlève des affaires. Première chose que j'ai cancellée, c'était le marathon. J'étais comme, non, je vais pas faire un marathon maintenant. Un jour peut-être, ça va être cool. Mais je dois réduire parce que là, écoute, je dormais pas. Moi, j'ai toujours eu un sommeil parfait. Là. Genre, je m'endors couché sur le dos. J'ai pas chaud, j'ai pas froid, puis je me réveille couché sur le dos. Ouais, c'est ça. Je dors 8 heures straight, je m'endors en 2 secondes, that's it. Ça, nos conjoints, ils l'apprécient quand on fait ça. Ils aiment beaucoup ça. C'est fantastique. Puis, tu sais, les soirées d'hiver froides, je peux être un bûcher aussi, là, où est-ce que je dégage une chaleur qui a aucun sens pour ma shape, puis ça les réchauffe, fait que ça, c'est le fun. Mais quand sinon... ça les réchauffe, c'est ça.
J'ai eu un harem, en fait. C'est ça. Ça réchauffe nos partenaires, nos gang. Quand on dort tout le monde, nous autres, ensemble. Nos trois, avec nos partenaires dans le camping, en Gaspésie, en 2017, t'en souviens-tu? Fait que c'est ça, tu sais, j'avais un bon sommeil, puis là, je m'endormais, puis je me réveillais en sursaut dans la nuit, là, prête à courir, genre 6 marathons en ligne. J'étais comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal, puis j'avais 0 récupération. Puis la récupération, c'est genre l'affaire la plus fantastique au monde. Puis j'ai découvert des produits magnifiques. Je vais faire une plug, Upica. Je sais pas, j'ai du droit de le dire? Ah oui, certain, vas-y. Upica, là, c'est PH Quentin là, qui a l'idée ce projet-là. Ouais. Comme gars diabétique, c'est la meilleure affaire que j'ai. J'ai XPN aussi qui me donne un coup de main avec créatine protéine, mais je suis pas gros dans les suppléments. Je prends du magnésium avant de me coucher, créatine protéine, puis Upica pendant pour les glucides, puis Recovery après pour refaire mes réserves, puis that's it. Puis écoute... Mais c'est beaucoup plus sain que ça l'était, ces affaires-là. Il y a une couple d'années. Mais ça n'a jamais été sain. Gatorade, c'est de l'eau avec du sucre. Là. Non, c'est ça. Puis c'est correct. Parce que tu as besoin de faire tes réserves. Puis je ne diabolise pas le sucre. J'en mange à tous les jours. Là. Mais c'est mieux documenté. Puis quand tu poses des questions, maintenant, c'est plus intelligent les réponses qu'on te donne. Puis ça te permet de mieux comprendre ce que tu as de besoin pour fonctionner. Non, mais pour avoir essayé plein d'affaires, la formule du Pika, 0 crash, 0 spike. Je comprends pas pourquoi. C'est comme de la magie. Je pense que c'est de la sorcellerie, honnêtement. Mais j'aime ça. Moi, peu importe, ça fonctionne très bien. Après une course, ou si j'ai une longue course à faire, je m'en amène. Puis après une course, je prends la récupération. Celle que je prends, c'est fraise coco. C'est une des meilleures saveurs que j'ai goûtées de ma vie. J'ai mélangé ça avec un peu. Tu as sorti le mangue récemment. Je suis allergique aux mangues. Ah. T'es allergique aux mangues? Fait que des fois, il y a des arômes naturels. Puis c'est ça. T'es-tu bien fashion dans la course? Les kits de course, les running shoes, Pas vraiment, non. Non, j'ai un peu l'air, mettons en bon français, j'ai un peu l'air d'une queue quand je cours. J'ai des vêtements, mais j'ai comme tout le monde une casquette cielée, mais moi ça me va pas bien. Fait que je cours avec mes grosses lunettes aux clés, je suis vraiment content, mais j'ai pas le style là. Il y en a là, qui l'air d'un poseur. Tu sais, quand on faisait du skate au secondaire, puis tu te faisais traiter de poseur parce que t'avais pas les bonnes marques, genre t'avais pas faux. Les jeans exhaust, là. C'est ça. Aïe. Je suis comme un poseur. Si on était au secondaire, je me ferais bully out of le jogging, là, parce que j'ai l'air d'une bonne queue. Mais j'ai du fun. Mais c'est une industrie qui ne finit jamais. Non, puis j'ai comme une curve dans le bas du dos. Fait que quand je cours, je suis un peu de même. Mais j'ai tellement de plaisir, je m'en fous. Il a fallu que tu corriges la position de course. Non. On n'a jamais travaillé là-dessus. Elle me dit, tu sais, t'es habitué de même, on va regarder ça comme ça. Puis anyway, je m'en vais pas faire un ultra de 160 km, là, fait que mon dos est encore correct. Ben, c'est ça qu'il faut. Mais on pourrait reconnaître des fois des gens, là, tu vois même pas sa face, puis juste à le voir courir, tu sais c'est qui court. La chef de course, mais ouais. Ma fille, c'est comme ça. Quand ma fille, elle court, je sais que c'est Janou. Elle court tellement vite, man. Il y a des affaires qui courent mal. Jeanne, elle court genre comme si sa vie en dépendait, là. C'est fantastique. Mais souvent, c'est ça, les enfants. On dirait qu'ils n'ont pas la notion d'effort ou de... C'est dur, là, puis ils font juste comme... Moi, mon gars, il pense qu'il court plus vite avec ses souliers rouges qu'avec ses souliers noirs. C'est fantastique. Lui, ils appellent ses souliers qui courent vite. Ah, mais tu sais, il y a comme un meme qui circule, puis c'est quand t'es un adulte, il n'y a jamais personne qui te demande si tes nouveaux souliers vont vite. Moi, je suis comme... C'est vrai. Je m'étais acheté des Nike. Moi, je cours avec Nike. J'avais essayé les On Running. Les On Running, je les trouve vraiment confortables, mais c'est vraiment niaiseux. Puis je veux pas, le produit est extraordinaire, mais à cause de ça ici, qui est comme rugged, quand ça court, ça fait une vibration. Puis à chaque fois, je suis comme, fait qu'il faut que ça soit plat, sinon j'ai un drôle de feeling dans moi. Mais c'est dans les plus confortables que j'avais. Sinon, j'ai les Nike Invincible 3.0. J'ai couru avec des Infinity Run pendant longtemps, puis grâce au conseil d'Elissa, je suis rendu avec des New Balance maintenant. Saucony, sûrement. Ben, en fait, Saucony, mais tu m'as envoyé au magasin de course, puis là, j'ai été rencontrer un gars, un professionnel. J'ai essayé Saucony, mais c'était pas assez large pour moi. Puis là, c'est là que tu te rends compte que tu fais, OK, attends un peu, là, il y a 20 modèles. Non, mais moi, je me souviens, j'étais allé m'acheter des souliers dans une boutique, puis le gars m'avait conseillé tout ça, puis j'avais acheté des Salomon pour faire des intervalles, puis le gars, il dit, tu vas vraiment aller plus vite avec ça. Puis finalement, je me suis décalissé le soleil-air, mais comme bien raide. Puis j'ai pas couru pendant 2 semaines. Puis là, j'étais comme, non. Très important les souliers. Mais pour vrai, puis chaque compagnie a un bon modèle ou un modèle qui convient à ta course. C'est juste que ce qui est plate, c'est qu'il faut que tu les essayes. Puis quand tu les essayes après ça, tu peux pas les ramener. Puis honnêtement, là, essayer des souliers dans un magasin qui a un petit corridor pour courir, quel moment gratifiant. Puis tu fais tout le temps des moves que tu feras jamais avec. Genre du stop and go. Comme, tu vas jamais faire ça, man. Tu vas jamais faire comme un arrêt de goaler de hockey avec tes souliers. J'étais, c'est bon, je le feel. Le talon, il est large. Tu sautes comme ça. C'est ça. Ah oui, quand je saute de main, c'est nice. T'as juste l'air d'un épais. Puis tu fais comme si tu connaissais ça. Moi, je trouve ça drôle, ça.
C'est malade parce que c'est une discipline que tellement de gens font pour plein de raisons différentes. Te vois-tu courir longtemps? Est-ce que c'est quoi que tu vas avoir dans ta vie pendant longtemps? Ah, je trouve ça le fun, courir. Je fais du vélo aussi. Puis comme je te dis, tu sais, le 21 km de la maison à Montagne, aller-retour, ça m'intéresse parce que je vais peut-être arrêter au McDo en plein milieu puis manger, puis continuer après. Puis moi, c'est ça que je réalise, c'est que si je m'entraîne avec comment je me sens bien, je sais que je peux m'arrêter en plein milieu puis bouffer genre une quantité insultante de nourriture, puis juste repartir après. Moi, je suis vraiment un sprinter dans la vie. Je fais tout vraiment intensément. Puis à un moment donné, j'ai comme un gros crash. Fait que là, je bouffe comme un fou, puis là, je suis comme « Oh my God, je retrouve la vie », puis là, je repars. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, là. Puis là, j'apprends, puis c'est ça que ça m'a appris, les longues courses, les longues sorties, l'entraînement, les intervalles, c'est à comme spreader mon énergie pour pas juste comme mourir, renaître tout le temps. Moi, j'ai comme envie, là, avec ce que j'ai comme responsabilité dans la vie, comme charge de stress, de maintenir une bonne énergie pour tout le monde tout le temps. Intéressant. Puis, tu sais... C'était beau, hein, ça? Non, c'est vraiment... Non, on va le quote. Parce qu'on dirait que c'est le déterminant, puis c'est le dénominateur commun de bien des personnes qui ont bien des responsabilités. T'sais, on en parlait, les athlètes d'autres performances, souvent, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de monde qui ont des jobs stressantes, prenantes, puis qui ont besoin de ça pour faire comme... C'est surtout du monde qui ont besoin de ça pour pas aller à la maison le soir après la job, puis éviter le plus possible les responsabilités familiales. Hey, mais ça, on l'a abordé, là. Tu sais, quand mettons, tu dis... C'est une joke en passant, là. Non, je sais. Ghoster, là, mais j'en connais des gars, je vais pas les nommer, mais j'en connais des gars. Puis moi, parenthèse, quand Jeanne a commencé à aller à la garderie juste à 3 ans, parce qu'on la gardait à la maison, on avait la chance de faire ça, puis c'est dans les plus belles années de ma vie avec ma fille. Puis j'allais avec elle au Zoukari à Sainte-Julie, qui est un parc d'amusement. Puis au Zoukari, j'étais le seul homme avec son enfant en plein milieu de la journée. Ce qui, je veux dire, c'est la norme culturelle. Ça serait le fun que ça change, évidemment, pour splitter la charge mentale entre les parents. Et puis là, j'étais comme rendu le mom whisperer. Parce que les mamans, pendant que ma fille s'amusait, ils venaient me voir, puis là, ils se confiaient là, à moi. C'est sûr. Puis toutes les femmes qui avaient des chums qui s'entraînaient étaient comme, il est vraiment pas souvent à la maison, mais tu sais, c'est sa passion, il aime ça. Puis j'étais genre, oh dude, il faudrait vraiment que tu l'entendes te dire ça. Je dis pas que je suis parfait, puis que j'ai pas de défauts. Mais... Moi, avec, je suis rempli de défauts, puis de paradoxes, là. Mais je l'ai entendu beaucoup, ça. Tu sais, puis c'était beaucoup des filles. Puis à un moment donné, j'ai 2 ou 3 amis à moi, des gars qui s'entraînaient, puis étaient comme, à un moment donné, j'ai réalisé que je m'entraînais vraiment trop, puis que ça m'enlevait du temps avec mes enfants. Puis j'ai réalisé que ça complétait bien plus mon bonheur de confronter... Parce que, tu sais, en tout cas, je ne sais pas pour les autres papas, là, mais moi, au début, avec ma fille, c'était comme difficile de prendre contact parce que je ne l'ai pas physiquement porté. Mais non, c'est ça. Puis un enfant en bas âge, c'est vraiment des besoins primaires. Fait la première année, là, comme papa, là, souvent, tu fais... Ben, tu te poses la question. Puis, tu sais, je pense que c'est correct, il faut qu'on ait des conversations là-dessus, mais tu te dis, oh my God, comment je prends ça? Parce que ça, tu réalises. Des fois, je me trouvais pas bon. Ben, c'est ça. Tu fais comme, je sais pas quoi faire. C'est ça, mais il faut juste que tu... Je pense que c'est juste d'offrir une présence. Puis c'est tellement niaiseux parce qu'on pense encore qu'il faut brute force. OK, m'a rénové à la maison, m'a lavé le char, m'a tout faire, m'a cuisiné, puis tout, mais il faut juste que tu sois là, genre vulnérable et présent. Puis c'est ça que ça m'a appris ces années-là. Puis j'ai transféré ça aussi dans l'entraînement à un moment donné. Puis je pense que là, ça a fait en sorte que je me suis mieux senti. Je dis pas que ce que je fais, c'est parfait ou que tout le monde faut qu'il fasse ça. Moi, je pense jamais que ce que je fais, c'est la chose à faire. Là. Mais moi, ça m'a rendu vraiment heureux, paisible. Puis c'est bénéfique pour tout le monde qui est dans mon entourage. Puis là, quand tu cours, t'as un beau sourire jusqu'aux airs. Ouais. Sauf quand je cours, mettons, là, j'ai établi mon record à 4,38 pour 5 km. Puis je veux baisser à... J'aimerais ça 4 à un moment donné, genre. Ça se fait. 5 km en 20 minutes, me semble, c'est très, très faisable. C'est très rapide. C'est le fun. C'est très rapide, mais moi, je serais vraiment content. Le plus vite que j'ai fait à la vie, c'est 4,32. C'était en 2018, puis j'ai couru en rond sur un circuit. Ça. Pas de vent, il faisait 22 au mois d'août. Conditions idéales. Ouais, conditions idéales. Hey, avant que tu partes, tu continues la photo. Je veux qu'on bloque tes projets. Comment ça se passe, la photo? Ça se passe bien. Je choisis les projets que j'ai envie de faire. Pas nécessairement des projets où j'ai des clients ou quoi que ce soit, juste j'ai des idées de projets que je veux mettre en image. Puis je vais avec ça. Je donne des ateliers de photos aussi. Ouais. J'ai recommencé. À date, j'ai battu toutes les années précédentes en termes d'inscription en l'espace d'1 semaine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que les gens réalisent le potentiel qu'un téléphone peut avoir pour faire des belles photos, garder des souvenirs, des choses comme ça. Les dates sont sur mon compte Instagram. Sinon, j'ai ma tournée de show d'humour. Ouais, en ça, là, je suis tellement content que tu retournes. J'essaye des affaires, hein. Fait que c'est comme une expérience. Non, mais je dis que je suis content que tu retournes là parce que je sais à quel point tu aimais ça, à quel point c'était important pour toi. Puis le moment où t'es comme parti de la scène,
de l'extérieur, du gars qui te connaît depuis longtemps, je me suis dit, on dirait que ça en va comme pas par choix, tu sais, il s'en va par... J'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. J'ai passionné. J'ai rencontré une fille qui faisait des muffins, puis là, elle a dit, veux-tu les prendre en photo, puis le reste, c'est l'histoire qu'on connaît. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de mettre ça sur pied. Ça a été tellement une belle école pour un paquet d'affaires. Puis encore, Marie et moi, on s'entend tellement super bien. Ça a été full bénéfique, mais là, j'aimais faire de la scène au début parce que j'étais content que les gens me trouvent drôle puis m'applaudissent. Puis maintenant, j'aime faire de la scène parce que j'ai tellement été longtemps sur Internet. Puis avec la pandémie, ça m'a comme découragé un peu de ne plus avoir de contact avec les gens. Fait que je suis retourné sur la scène pour créer un moment où tout le monde a du fun. Puis après ça, on repart chacun chez nous. Je me couche de bonne heure, je vais au gym le lendemain matin. C'est comme ça, genre. Je suis vraiment devenu un adulte. Oui, puis l'humour est vraiment en train de changer aussi de la façon dont les shows se font, dont on fait la promotion des shows. On en parlait avant d'entrer en ondes tantôt, mais tes salles sont pleines partout où tu passes. Ben c'est ça. Ben ça dépend. Je te dirais ça va entre 90 et 100%. Il y a certaines villes que je sais qu'il y a comme 400 places disponibles. J'ai vendu 9 billets à date. Mais ça va arriver, là. Je veux dire, je suis pas il n'y a pas personne qui s'est dit « Oh my God, enfin, un humoriste blanc qui approche la quarantaine qui vient nous parler de sa vie. » Je suis pas comme un vent de fraîcheur dans l'industrie, mais je pense que j'ai quelque chose à apporter qui est différent. C'est comme un buffet. Là, tu prends ce que tu as besoin, puis après ça, tu décalisses. Là. Je veux dire, c'est comme ça que je le vois, comme à l'épicerie, comme partout. Il y a une nouvelle saveur, il y a quelque chose de nouveau. On l'essaie. Si ça fait pas notre affaire, on passe à autre chose. Je veux dire, les gens sont pas à court de personnes à aller voir en spectacle. Puis le niveau, dans les 12, 13, 15 dernières années, a tellement augmenté. On a de la diversité dans l'humour, des personnes issues de l'immigration, des personnes qui sont dans des communautés marginalisées. Je pense aux personnes trans, aux personnes non-binaires, les personnes homosexuelles. Il y a tellement de nouvelles personnes, il y a tellement de nouvelles histoires, de nouveaux horizons. Puis pour moi, c'est ça la vie. C'est le fun d'entendre les personnes. Puis des fois, je fais des shows dans des bars. Je vais faire un 10, un 15 minutes. Je côtoie les gens qui commencent. Il y en a que ça fait des années qu'ils font ça. On a des conversations par rapport au milieu. Ça s'est vraiment assaini. Puis c'est le fun. Là, j'ai vraiment du plaisir parce que je me sens pas spécial. Je sens que je fais la job. J'ai du travail à faire, puis je suis pas spécial, fait que je trippe. J'ai vraiment du fun. C'est vraiment cool. Pour des billets, pour aller te voir en show, comment ça fonctionne? Sur mon compte Instagram, lien dans la bio. OK. Ouais. Lien dans la bio, tout est là. Alex Champagne, merci tellement d'être passé, buddy. Ça me fait plaisir. C'était vraiment le fun. Élissa, merci. Je vais essayer d'être plus assidu. Je vais faire ce que tu me dis de faire. Pour après ça, tourner le coin et faire à ta tête. C'est ça. Arrêter mon Strava, puis faire 3 km à 2 minutes 60. 2 minutes. Vraiment vite. 2 minutes 60. C'est 3 minutes. 3 minutes. Un gros merci, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.